actuellement, pour mesurer ou pour donner un diagnostic, on va être sur une évaluation, ce qu'on appelle qualitative, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3. Ces données sont générées visuellement par un pathologiste qui, en son âme et conscience, va dire « selon moi, on a à tel niveau d'avancement et les critères morphologiques sont à tel niveau de sévérité ». Or, il y a une très forte variabilité d'un pathologiste à l'autre. Et donc nous, pour répondre à cette variabilité, cette subjectivité des résultats, on est dans la quantification. C'est-à-dire que pour la fibrose, par exemple, on va dire qu'il y a 14,2% de tissu fibreux dans la totalité de l'organe, dans la totalité de la coupe qu'on analyse. Et donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus fin et qui nous permet d'aller mesurer des tout petits changements morphologiques qui sont imperceptibles à l'œil. Quand on a commencé à développer nos logiciels en analyse d'image pour la fibrose du poumon, et comme on peut l'entendre, la fibrose est un paramètre majeur pour la fibrose du poumon, et un des paramètres de la nage, c'est la fibrose. Donc assez rapidement, on a été tenté, et on a reçu des demandes également de nos clients, pour savoir si nos algorithmes fonctionnaient sur le foie. Et effectivement, il s'est avéré que ça marchait parfaitement. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on avait un des 3-4 critères majeurs pour évaluer la NASH. Et donc tout naturellement, ensuite, on a développé les autres critères qui permettent de mesurer la sévérité de cette maladie. Donc la stéatose, la fibrose, l'inflammation et le ballonning. Voilà, ce sont des critères morphologiques qui définissent la NASH, la maladie. Donc par conséquent, si on arrive à mesurer un changement d'état de ces critères morphologiques, ça signifie soit que la molécule sur laquelle on travaille est efficace, et ou également que le patient évolue d'une certaine manière, positive ou négative. Donc c'est absolument fondamental d'être en mesure de mesurer de manière extrêmement fine ces paramètres. Historiquement, on a développé nos outils pour l'industrie pharmaceutique en préclinique, donc ça s'est fait comme ça. Mais effectivement, on est très tenté d'aller vers l'imagerie sur l'homme, donc en clinique. Il y a deux contraintes par rapport à ça, c'est l'aspect réglementaire, puisque dès qu'on travaille sur l'homme, il faut avoir des autorisations de mise sur marché pour utiliser nos outils. Donc c'est ce qu'on est en train de faire aux États-Unis dans un premier temps, avec le code qui s'appelle 510K, le fameux 510K. Il y a une valeur aussi de dire que pour les clients, à savoir l'industrie pharmaceutique, on est capable de les accompagner du préclinique jusqu'en clinique avec la même méthodologie. Et donc pour eux, ça veut dire qu'ils sont capables de comparer les données, alors qu'avec deux méthodologies différentes, on compare des données qui par définition ne sont pas comparables. Donc en plus, il y a une chaîne de valeur, il y a une suite logique pour accompagner les clients du début le plus loin possible dans leur suite de développement. Tout ce qui est biomarqueurs et autres, la biopsie ne disparaîtra pas. Ce sont très certainement des choses qui vont vivre, qui seront utilisées en même temps, de front, et qui ne répondent pas aux mêmes besoins. Tout ce qui est biomarqueurs, etc., ça va permettre d'avoir un certain niveau de finesse dans les résultats, mais qui seront très certainement, lorsque ce sera justifié, parce que ce n'est pas un acte anodin, mais lorsque ce sera justifié, pratiquer une biopsie, parce que ça permet de voir l'organe. Mais c'est exactement ce qui est pratiqué également en oncologie, c'est-à-dire que la diminution du volume de la tumeur, c'est une chose, mais ensuite pour savoir de quel cancer on parle, à quel niveau de sévérité on est, il y a une biopsie, une analyse par le pathologiste qui est faite de ces tumeurs. Donc c'est deux choses qui vont persister.